lorsque la guerre vise les centrales électriques et la logistique, c'est tout votre quotidien qui vacille. Ce 26 mars, une nouvelle étape a été franchie au Moyen-Orient et en Ukraine. Les attaques ne visent plus seulement les soldats sur le front, mais s'attaquent désormais directement à la colonne vertébrale de nos sociétés, l'infrastructure civile. Imaginez, en Israël, les frappes massives iraniennes ne se sont pas contentées de cibler des bases militaires. L'une des plus grandes centrales électriques du pays, près de Hadera, a été touchée. Cette centrale assure à elle seule un quart de la production électrique israélienne. Résultat ? Un geste qui menace non seulement l'armée, mais aussi les hôpitaux, les foyers, l'économie tout entière. En parallèle, l'Iran a rejeté le plan américain de cesser le feu, préférant continuer ses attaques coordonnées, tout en exigeant le contrôle légal du détroit d'Ormuz, passage clé pour l'approvisionnement en pétrole mondial. Or, le blocage de ce détroit a déjà déclenché une alerte immédiate sur une potentielle crise énergétique pour toute l'Europe, qui dépend de ces flux pour faire tourner ses usines et chauffer ses maisons. Mais ce n'est pas tout. En Ukraine, la nuit du 26 mars a vu des frappes sur des cibles civiles et industrielles, avec des répliques sur le sol russe. Cette nouvelle phase d'escalade montre un objectif clair: frapper ce qui fait fonctionner la vie moderne, l'électricité, la logistique, la stabilité économique. Derrière ces manœuvres militaires, c'est un bras de fer géopolitique qui se joue, où l'énergie et l'économie deviennent des armes de destruction massive silencieuse, capables de bouleverser la vie de millions de personnes, de multiplier les factures d'énergie, de fragiliser des milliers d'entreprises, de remettre en cause la sécurité et le mode de vie de tout un continent. Alors, sommes-nous à l'aube d'un bouleversement mondial où ce ne sont plus seulement les missiles qui dictent les lois de la guerre, mais où vos factures, votre stabilité et même vos habitudes les plus banales sont menacées? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, plongeons ensemble dans les événements clés de ce 26 mars, afin de décoder les véritables enjeux de ce nouvel équilibre mondial. Une nuit, deux fronts. Missiles à l'ouest, drones à l'est. Le 26 mars restera dans les mémoires comme le point de bascule d'une guerre devenue globale. Tandis que la plupart des chaînes d'infos s'attardent sur les images de bombardements, il se joue en coulisses un affrontement bien plus vaste, où la frontière entre civils et militaires s'efface. Au Moyen-Orient, c'est une offensive sans précédent lancée par l'Iran qui fait vaciller l'équilibre déjà fragile de la région. En une seule nuit, le corps des gardiens de la révolution islamique a tiré 81 salves de missiles sur Israël lors de l'opération baptisée « Promesse de vérité 4 ». Parmi eux, des engins balistiques sophistiqués, Fateh, Khaybar Shekan, Qadr. La précision de ces frappes inquiète d'autant plus qu'elles ne visent plus uniquement des cibles militaires. Pour la première fois, une grande centrale thermique civile, celle de Hadera, qui fournit près d'un quart de l'électricité israélienne, a été directement ciblée. Cette attaque symbolise une évolution inquiétante. La guerre vise désormais à plonger l'ennemi dans le noir, à paralyser son économie, à s'attaquer à ce qui fait tourner le pays. Selon Téhéran, le bilan serait de plus de 2500 victimes côté israélien, un chiffre non confirmé par Jérusalem, mais qui illustre la violence de l'escalade. L'Iran ne s'est pas arrêté là. Des drones FPV iraniens ont frappé une base américaine à Bagdad, endommageant des radars et même un hélicoptère Black Hawk. Ce n'est plus seulement une guerre locale. Les puissances mondiales sont désormais directement visées. Côté diplomatique, la tension monte d'un cran supplémentaire. Alors que les États-Unis proposent un plan de cessez-le-feu pour tenter d'éviter une conflagration incontrôlable, l'Iran oppose une fin de non-recevoir, posant ses propres conditions. Arrêt total de toute intervention militaire américaine et israélienne, garantie juridique contre toute attaque future, paiement de réparation pour les dommages subis, fin des opérations sur tous les fronts, y compris au Yémen, au Liban, à Gaza, et surtout, point crucial, reconnaissance internationale du droit souverain de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz. Ce dernier point cristallise toutes les craintes. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial, devient l'arme principale de la diplomatie iranienne. En verrouillant ce passage stratégique, Téhéran menace directement l'approvisionnement énergétique de la planète. Les experts y voient bien plus qu'une simple revendication territoriale.
C'est une tentative pour imposer un nouvel ordre régional où l'énergie devient l'otage des rapports de force. Du côté occidental, la riposte ne s'est pas fait attendre. Les États-Unis ont commencé à déployer des F-35C dans la région, une première mondiale pour cette version de l'avion de chasse, traditionnellement réservée aux porte-avions. Les scénarios évoqués par les analystes sont préoccupants. Une opération amphibie sur l'île de Karg, cœur de l'exportation pétrolière iranienne, ou sur l'île de Keshm, afin de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz sans détruire l'infrastructure pétrolière. Partout, on observe une militarisation des points névralgiques de l'économie mondiale. L'enjeu n'est plus seulement militaire, c'est la sécurité énergétique, la stabilité économique et le mode de vie de millions de personnes qui vacillent sur un fil. Les pays du Golfe, eux aussi, s'inquiètent. Leur propre prospérité dépend du maintien d'un statu quo dans le Golfe Persique. Une explosion du conflit risquerait de provoquer une crise énergétique sans précédent aux répercussions mondiales. Mais derrière ces bombardements, un basculement stratégique se dessine. Quand toucher une centrale ou un dépôt, c'est mettre à genoux tout un pays. C'est exactement ce que révèle la journée du 26 mars. La guerre n'est plus limitée aux champs de bataille ou aux positions militaires classiques. Désormais, l'infrastructure civile, énergétique et logistique devient la cible privilégiée. On assiste à une mutation profonde du conflit, où la paralysie économique vaut autant, sinon plus, qu'une victoire militaire. Prenons l'exemple frappant des frappes iraniennes. Là où, par le passé, les opérations visaient surtout des objectifs militaires, on observe aujourd'hui un glissement vers des cibles civiles. Centrales électriques, dépôts de carburant, terminaux pétroliers. L'objectif ? Faire pression sur l'ensemble du système, désorganiser la vie quotidienne et surtout créer une instabilité économique majeure. Au centre de cette nouvelle stratégie, le détroit d'Ormuz. Ce couloir maritime, par où transite près d'un quart du pétrole mondial, devient l'épicentre des tensions. L'Iran affiche clairement sa volonté d'imposer son contrôle sur le détroit, cherchant une reconnaissance internationale explicite. En bloquant, même temporairement, ce passage, Téhéran peut faire flamber les prix du pétrole et ébranler l'économie mondiale en quelques heures seulement. Déjà, la fermeture partielle du détroit se répercute en Asie du Sud et du Sud-Est, où le manque de carburant se fait sentir. Les prix du kérosène ont doublé et la pénurie menace désormais l'Europe à l'approche d'avril. Face à cette pression, les États-Unis étudient plusieurs scénarios. Première option, une opération coup de poing sur l'île de Kark. Mais là, attention, Kark concentre 90% des exportations pétrolières iraniennes. Une intervention mal maîtrisée, et c'est tout le système énergétique iranien, voire mondial, qui vacille. Deuxième option, une prise de contrôle de l'île de Keshm, qui permettrait d'agir sur le flux maritime sans forcément détruire l'infrastructure pétrolière. Selon plusieurs sources, des troupes américaines d'assaut pourraient être déployées dès le 27 mars à proximité de la zone. L'Iran, de son côté, renforce sa défense. Les îles stratégiques se remplissent de soldats, de fortifications et de drones prêts à repousser une attaque terrestre. Ce bras de fer inquiète au plus haut point les pays du Golfe, Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, Koweït. Tous craignent un basculement de l'équilibre régional. Car si l'Iran impose sa domination sur le détroit, c'est tout le commerce mondial qui peut en pâtir, et leur sécurité économique qui vacille. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la suprématie régionale, mais la stabilité du marché pétrolier, la santé financière des États et la fluidité des échanges mondiaux. On parle de milliards de dollars, de contrats énergétiques, de la stabilité du prix à la pompe et, in fine, du quotidien de millions de personnes. Et pendant que le Moyen-Orient s'embrase, la guerre en Ukraine suit la même logique. La Russie multiplie les frappes sur le réseau ferroviaire, les dépôts de carburant, les centrales électriques. Priver l'adversaire d'énergie et de mobilité devient central, alors que les forces ukrainiennes tentent de protéger le peu d'infrastructures qui leur restent. Les attaques de drones sur les dépôts de locomotives ou de carburant dans la région de Kryvyi Rih, ou encore dans l'oblast de Dnipropetrovsk, montrent à quel point la logistique est devenue le nerf de la guerre. Pour l'Europe, déjà fragilisée par la crise énergétique et la fin de l'hiver, l'impact de ce bras de fer commence à se faire sentir très concrètement.
Un détroit fermé, un continent sous tension. C'est le scénario que redoutèrent les experts. Le 26 mars, alors que les images des frappes dans l'est de l'Ukraine et sur les infrastructures russes affluaient, une alerte tombait côté énergétique. Shell avertissait, la fermeture du détroit d'Ormuz serait un choc d'ampleur mondiale. Ce goulet stratégique, par où transite le tiers du pétrole mondial, est le talon d'Achille de toute l'Asie et, par ricochet, de l'Europe. Concrètement, en Asie du Sud et du Sud-Est, le marché réagit quasi instantanément. Les compagnies aériennes voient le coût du kérosène doubler en quelques heures, la spéculation s'emballe. Puis la vague gagne l'Asie du Nord-Est. La Corée, le Japon, la Chine, déjà sous pression économique, doivent sécuriser à prix d'or chaque baril disponible. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. En Europe, l'impact est brutal. Le diesel et l'essence deviennent des produits rares, les prix à la pompe flambent, et l'angoisse monte, surtout à l'approche de l'été. Surtout, ce n'est plus seulement une question de prix. Depuis 2022, l'Europe a drastiquement réduit ses importations russes, le gaz, le pétrole, même le charbon. Mais les stocks sont bas et les alternatives limitées. Les terminaux méthaniers sont saturés. Dans ce contexte de vulnérabilité, Washington hausse le ton. Les États-Unis posent un ultimatum. Pour garantir leur sécurité énergétique, les Européens doivent signer pour 250 milliards de dollars annuels de gaz naturel liquéfié américain, sur des années, sans marge de négociation. Un deal qui arrange les producteurs américains, mais qui fait grincer des dents à Berlin, Paris, Rome. Plusieurs analystes dénoncent une pression sans précédent sur les alliés européens, forcés par la crise à accepter une dépendance encore plus forte vis-à-vis des États-Unis. Le risque, pour l'Europe, est triple. Une explosion durable du coût de l'énergie qui touche chaque foyer, chaque entreprise. Une perte de compétitivité industrielle, car l'énergie chère pénalise la production locale. Et, à long terme, une dépendance accrue à des fournisseurs lointains et parfois imprévisibles. Pour certains pays d'Asie, la situation devient même critique. Des pénuries, voire des risques de blackout, en particulier dans les pays les plus vulnérables. Tout cela, alors que la guerre ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais surtout sur les réseaux électriques, les oléoducs, les ports et les terminaux gaziers. Et cette spirale n'est pas cantonnée au Moyen-Orient. L'Ukraine elle-même devient, chaque jour un peu plus, un front logistique et énergétique. Le vrai front? C'est votre facture et votre chaîne logistique. On l'a vu ces derniers jours. Alors que toute l'attention semble braquée sur les batailles, la véritable guerre se joue désormais sur nos réseaux électriques, nos lignes de chemin de fer, nos ports et nos terminaux pétroliers. Prenons l'Ukraine par exemple. Au sol, les lignes de front stagnent. Les forces russes progressent par petites infiltrations, gagnent quelques villages, mais les grandes percées deviennent rares. Pourtant, l'impact réel se mesure ailleurs, dans la paralysie de la logistique. Regardez Kryvyi Rih ou Znaminka. Ces noms, au-delà de leur dimension symbolique, sont devenus synonymes de points névralgiques visés par des frappes russes. Dépôts ferroviaires détruits, locomotives réduites à l'état de carcasses calcinées. Chaque attaque ralentit l'acheminement des armes occidentales et des vivres vers le front ukrainien. Ce n'est pas un hasard. L'objectif est clair, asphyxier la capacité de l'Ukraine à soutenir la guerre, non plus en bombardant les tranchées, mais en cassant le moteur de toute économie moderne, sa logistique. Et la riposte ukrainienne ne se limite plus à la défense. On observe des frappes ciblées sur des infrastructures stratégiques en Russie, usines pétrolières, raffineries, ports sur la Baltique comme Kirishi. Là encore, le message est limpide. Si vous nous empêchez d'avancer, nous pouvons toucher vos revenus énergétiques, perturber vos exportations, affaiblir votre économie. Chacun vise l'artère vitale de l'autre, et ce sont les pipelines et les trains qui se retrouvent au cœur du conflit. Les lignes de front militaires s'enlisent, mais la guerre de l'usure logistique et énergétique s'intensifie. Pour compliquer encore le tableau, la situation politique intérieure en Ukraine devient de plus en plus fragile. À la Rada, le Parlement, les tensions explosent entre partisans de la ligne dure et modérée. Certains députés dénoncent l'incapacité de l'État à payer les soldes et les retraites.
Cette fragilité institutionnelle nourrit une instabilité qui pourrait, à terme, peser autant sur la capacité de résistance du pays que les bombardements russes. Alors, pourquoi tout cela vous concerne-t-il directement? Parce qu'à chaque train stoppé, chaque port bloqué, ce sont les chaînes logistiques européennes qui sont touchées. Les céréales, les huiles, le pétrole, le gaz. Tout devient plus rare, donc plus cher. La moindre interruption de flux en Ukraine ou en Russie remonte la chaîne jusqu'à votre station-service ou votre supermarché. L'inflation, la hausse des prix de l'énergie, les ruptures d'approvisionnement, ce ne sont plus des phénomènes lointains. Ils sont déjà là, dans la facture du mois, dans le coût d'un billet de train, dans la viabilité de votre entreprise. Voilà la nouvelle logique du conflit moderne. Le champ de bataille s'étend à l'économie, à l'énergie, à ce qui fait tourner nos sociétés. Et c'est bien là que se joue l'avenir de notre stabilité, de notre mode de vie. Si on comprend ces dynamiques, on peut au moins anticiper, adapter nos dépenses, prévoir les disruptions, protéger nos proches ou nos investissements. Alors, comment agir face à cette réalité? Si le champ de bataille est partout, votre résilience commence aujourd'hui. Les événements du 26 mars ne sont pas qu'une succession de combats ou de frappes militaires. Ils marquent l'entrée dans une guerre totale où les infrastructures civiles, l'économie et l'énergie deviennent des armes à part entière. Les attaques ciblées sur les réseaux de transport, les coupures d'électricité, le blocage du détroit d'Ormuz qui menace l'approvisionnement en pétrole, tout cela nous rappelle que le conflit ne connaît plus de frontières. Loin des seules cartes de front, ce sont les prix à la pompe, les factures d'électricité ou la stabilité de nos entreprises qui vacillent. Ne pas s'y préparer, c'est risquer d'être pris au dépourvu et de subir, sans comprendre, les répercussions en cascade d'un affrontement mondial qui redéfinit les règles du jeu. Il est donc plus crucial que jamais de rester informé, d'anticiper, d'adapter nos habitudes et de penser à notre propre sécurité énergétique. Comprendre ces dynamiques, c'est déjà se donner une longueur d'avance pour protéger son foyer, son activité et son mode de vie. La vigilance et l'adaptation ne sont plus des options, mais des nécessités devant une réalité où économie et énergie sont des champs de bataille. Restez attentifs, restez préparés, car la suite de cette crise se joue aussi, chaque jour, dans notre quotidien.